Bienvenue sur Ideta, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous allons voir une première vidéo sur l'optimisation. Donc, c'est pas une première, il y a déjà eu d'autres vidéos, vous pouvez aller les voir, elles sont dans la playlist sur l'optimisation. Aujourd'hui, on va simplement s'intéresser à comment les fonctions peuvent nous aider à optimiser notre flux de travail. On se retrouve tout de suite. Je vous l'avais promis, donc il y a énormément de choses qu'on peut faire pour optimiser notre flux de travail, et il y a pas mal de fonctions, mais aussi toute l'utilisation. Si vous avez raté ces vidéos, on a une vidéo sur les bonnes pratiques dans R, et aussi comment rendre RStudio confortable. Mais aujourd'hui, on va rentrer dans le concret, dans le code, et on va se concentrer surtout sur les fonctions. Donc on a déjà deux anciennes vidéos sur les fonctions, elles sont pas incroyables, et aujourd'hui, en fait, je vais reprendre une partie de ce qui était dit dans ces vidéos, et vous montrer en fait comment les appliquer dans votre code. Voyez surtout ça comme une introduction aux fonctions, mais il y a beaucoup plus de choses qu'on peut dire à propos des fonctions. Ici, c'est vraiment juste l'aspect pratique. Donc, introduction. Les fonctions constituent une composante essentielle en R. Elles permettent d'emballer du code dans des blocs réutilisables, rendant le code plus modulaire, plus lisible et plus facile à maintenir. Et donc, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que lorsque vous allez écrire quelque chose dans une fonction, c'est du code que vous n'avez pas besoin de réécrire, vous devrez juste utiliser le nom de la fonction pour utiliser ce code. Donc voilà à quoi ressemble une fonction. Donc ici vous avez le nom de la fonction, ensuite vous avez la flèche pour attribuer la valeur, donc toute la fonction qu'on va écrire, comme ça elle va être contenue dans ce nom. Et ensuite on a function, on a un premier argument, puis un deuxième argument, puis un troisième. En fait, vous pouvez avoir 0 argument ou autant d'arguments que vous avez envie. Et ici, en fait, ça veut dire une infinité d'arguments, mais on va pas voir ça aujourd'hui, puisque ce ne sera pas dans les exemples. Donc, une fois qu'on a tout ça, ici, on peut mettre le corps de notre fonction, et comme par exemple, ici, on peut mettre du code, et ici, c'est du code vraiment R. Comme par exemple, ici, on a un retour valeur, pour dire qu'on renvoie la valeur. Et par exemple, on pourrait se dire que ici, en fait, notre code, ce sera valeur, et ensuite, on va lui donner 1 plus 2. Et après ça, réutiliser cette valeur pour retourner cette valeur. Donc return va juste nous sortir valeur en tant que résultat. Vous allez voir que c'est pas forcément nécessaire en R. Donc on va pas lancer ce code parce qu'il n'est pas valable. Donc ici, on va commencer avec un exemple très simple. On va dire bonjour. Et donc en fait, c'est une fonction qui va dire bonjour. Donc on l'appelle bonjour. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Ensuite, on va lui assigner cette fonction qui veut dire bonjour. Donc on va lancer ça. Donc voilà. Maintenant, nous avons une fonction qui s'appelle bonjour et on peut la lancer. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle nous retourne bonjour. Très facile, c'est vraiment pas compliqué. Remarquez qu'ici, je n'ai pas utilisé return comme tout à l'heure, parce qu'en fait, dans R, on n'a pas besoin de ça. En fait, la dernière opération, c'est celle qui va compter comme résultat final. Et donc, il y a aussi une autre chose, c'est que si je mets un return et que je mets hello, tout ce qui va se trouver après ne va pas être lancé. Comme par exemple, je vais lancer bonjour, et quand je lance ça, ça va me lancer hello, mais pas bonjour. Mais si cette fois-ci je ne mets pas de return, lui va se concentrer seulement sur le dernier élément, donc bonjour. Hello, il va l'ignorer. Donc si vous voulez avoir les deux qui sortent en même temps, il faut utiliser des fonctions spéciales, comme par exemple, vous pouvez mettre ça dans un vecteur, comme par exemple hello et bonjour. Donc pas forcément besoin de mettre un return, et vous voyez que lorsque j'ai assigné ça à la fonction, il va me retourner hello et bonjour. Vous pouvez mettre ça dans une liste, les résultats ne sont pas forcément les plus beaux, ou vous pouvez mettre ça ensemble dans un résultat, comme par exemple je peux faire paste, hello et bonjour, et ensuite vous voyez qu'il me les met ensemble, ou je peux utiliser cat. Voilà, hello et bonjour. Mais là, on va pas se concentrer sur la différence entre cat et paste. Donc ça, c'est une première introduction assez simple. Vous voyez qu'on n'a aucun paramètre, aucun argument. Et ici, dans l'exemple suivant, on en aura d'autres. Donc ici, on va faire une fonction qui va faire une addition. Donc on va l'appeler juste plus. Et en fait, il aura besoin d'un paramètre A et B. Donc des arguments A et B. Et en fait, il va faire A plus B, il va mettre ça dans result, et ensuite il va nous return le result, donc il va nous retourner le résultat. Donc je vais lancer ça et le plus, et vous voyez que 3 plus 5, ça donne bien 8. Mais une chose qu'on peut faire, qui est assez pratique, c'est qu'on peut se dire, en fait, on peut vraiment réduire ça d'une manière encore plus courte. Vous voyez qu'on n'a juste pas besoin de ça, on peut lancer ça, et pour vous montrer que le résultat fonctionne toujours, je peux changer, ça me fait 9. Donc vous voyez que là, déjà, on a quelque chose d'assez pratique, parce que on pourra créer des fonctions qui sont beaucoup plus compliquées que ça, parce que généralement, lorsqu'on fait des fonctions, on ne fait pas des choses aussi petites, sauf si ce sont des fonctions anonymes, qu'on va voir dans quelques instants. Et donc ici, on a un puissant objet pour pouvoir réutiliser nos codes. Donc ici, on va recommencer, donc pardon, argument des fonctions. Les fonctions peuvent prendre plusieurs arguments, comme on l'a vu tout à l'heure. Vous pouvez également définir des valeurs par défaut pour les arguments. Et ici, en fait, vous vous souvenez qu'on avait simplement mis des arguments ici. Et le problème lorsqu'on fait que ça, c'est que, par exemple, si je décide de faire plus
et que je mets 3, il va me dire, ah il y a une erreur, B est manquant, parce que il va prendre le premier pour A, mais pas pour B, et donc il va se dire, bon, en fait, il me manque une valeur, je peux pas exécuter tout ça. Donc ici, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut leur donner des valeurs par défaut, et comme par exemple ici, on peut donner comme valeur name. Donc on a la fonction salut. Ici, on aura un argument name pour nom, et ensuite ici, en fait, ça va être word, et le message, ça va être paste hello world. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas obligé d'avoir tout ça ici. Par exemple, je peux supprimer ça comme ça. Ensuite, il va me faire paste hello, et ensuite, il va prendre le nom que je vais lui donner, et il va les mettre ensemble. Et donc, si je fais dans cette fonction salut, je vais faire salut Prosper, il va me dire hello Prosper. Et si je lui dis rien, il va faire hello world, parce que c'est l'élément par défaut s'il ne trouve aucune valeur. Et donc ça c'est pratique si on veut éviter d'avoir des problèmes dans notre code. Et tout à l'heure on aurait pu faire pareil, on dit bon en fait si on ne dit rien, en fait A est égal à 0 et B est égal à 0. Voilà. Et tout d'un coup, ce code-là fonctionne. Donc, très pratique. Donc, retour de valeur, les fonctions peuvent retourner des valeurs en utilisant la déclaration return. Si aucune déclaration return n'est utilisée, l'expression évalue en dernier est retournée par défaut. Donc, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, si on fait une fonction pour les carrés, voilà, donc il nous fait le carré de 4, parce que il prend x, il fait x fois x, et donc du coup ça nous fait au carré, et donc du coup c'est la dernière expression qui est retournée s'il n'y a pas de return, voilà, et donc du coup par exemple si je décide de faire x plus x de nouveau, voilà, bah ici au lieu de nous sortir 8, parce que 4 plus 4 c'est 8, il va nous sortir 16, parce que c'est ce à quoi il s'attend. Maintenant, peut-être vous pouvez vous dire, ouais, mais en fait, écrire tout ça, ça prend quand même de la place, et surtout quand on va faire des fonctions anonymes qui sont juste en dessous. Donc on va pouvoir les raccourcir, donc les fonctions courtes. Il est possible de créer des fonctions plus petites, pour prendre, économiser de l'espace, pardon. Donc ici, il n'y a pas de prendre, navré, pour économiser de l'espace. Donc exemple, et pas en anglais. Alors donc ici, on va faire une multiplication, donc on va faire une fonction x fois y, qui va nous sortir une multiplication, donc on va lancer ça. Et ensuite, si on fait une multiplication, voilà. Donc ici, ça va nous faire, par exemple, 2 fois 3. Voilà, il va nous sortir 6. Jusqu'à là, tout va bien. Mais en fait, pour quelque chose d'aussi court, on n'a pas besoin en fait de prendre tout cet espace. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut supprimer cette partie et laisser la fonction de cette manière-là. Et si je lance, et je vais changer le résultat ici pour que vous voyez que ça a bien changé, vous voyez que 2 x 6, 12, ça marche. Donc ici, vous n'avez même pas besoin de mettre les accolades. Et si vous avez vu nos vidéos sur la pipe function, liée en description, eh bien vous avez déjà vu cet emploi. Et on a vu aussi un exemple avec la pipe, mais ici, ça ne va pas nous intéresser parce qu'on ne va pas l'utiliser. Mais on peut aller encore plus petit. Au lieu de mettre fonction, parce que ça peut être assez long, bah, ce qu'on peut faire, c'est juste ajouter cette barre-là. Et lorsque je vais lancer ça, pardon, je vais aussi changer ici, bon, on va changer le 2 pour une fois, bah ça marche aussi. Et donc ça, c'est vraiment une déclaration de fonction très petite. Et donc, vous voyez que ça prend moins de place. Et ça va être pratique pour les fonctions anonymes. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par fonction anonyme ? Parfois, vous pouvez vouloir créer une fonction sans lui donner de nom. Parce que jusqu'ici, on a toujours donné un nom à nos fonctions, donc on a attribué cette fonction à un objet, par exemple ici, qui s'appelle multiplication. Ces fonctions sont appelées anonymes et sont souvent utilisées dans des situations où une fonction est nécessaire temporairement. Et ça, en fait, ça va être très pratique lorsqu'on va faire de la programmation fonctionnelle, lorsqu'il y a une fonction qui aura besoin comme argument, pas une valeur, mais une fonction. Par exemple, ici, on va créer une liste qui s'appelle nombre. Donc, si on regarde ce qu'il y a dans nombre, on a cette liste 1, 2, 3, 4, super. Ensuite, ici, on va utiliser cette fonction qui s'appelle lapply. Et en fait, lapply, ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'appliquer une fonction sur chaque élément d'une liste. Et à la fin, on va retourner une liste. Donc ici, pour nombre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous dire, ok, alors prends ce nombre et mets-le au carré parce que c'est ce nombre fois lui-même. Et si je lance ça, vous voyez qu'il fait 1, 4, 9, 16. Et ça, c'est super parce que au moins, vous voyez qu'on peut faire quelque chose de très court. Au lieu de mettre, vous voyez, avec les accolades, sauter des lignes et prendre toute la place possible, en fait, c'est mieux d'avoir une version plus courte, comme on a ici, et pardon, il est revenu jusqu'en haut, et même aller plus loin et prendre la version encore plus courte pour que ça ne prenne pas de place, parce que ce qui nous intéresse ici, c'est pas la déclaration, mais bien juste cette partie-là. Et donc vous voyez que ça marche toujours aussi bien. Et comme je l'ai dit, ça s'utilise très souvent avec la programmation fonctionnelle. Donc ici, vous avez des fonctions de haut niveau qui vont permettre d'utiliser des plus petites
fonction à l'intérieur. Et donc ici, on va faire un petit exemple pratique pour transformer des données. Donc voici un exemple pratique où les fonctions peuvent vous aider à transformer efficacement vos données. Supposons que vous avez un tableau de données et que vous voulez appliquer une transformation à l'une des colonnes. Donc ici, on va charger la librairie dplyr. Et ensuite ici, on a un tableau de données. Donc alors je vais pas mettre un accent. Je sais pas pourquoi j'ai laissé un accent ici. C'est pas une très bonne pratique. Donc on va lancer données. Et en fait, pardon, plutôt que de lancer ça comme ça, données ressemble à ça, donc on a juste une colonne d'identifiant et on a une colonne de valeurs. 10, 20, 30, 40, 50, ouais, bon, c'est pas très original, mais vous me pardonnerez. Et donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on veut définir une fonction pour transformer la colonne valeur. Et donc ici, en fait, ce qu'on va faire, on va appeler cette fonction transformer valeur, on va prendre comme argument ici tout le tableau de données, df, et ensuite, ici, on va pouvoir faire une manipulation, donc on va prendre le tableau de données, on va faire mutate, ici dans les fonctions du dplyr, je vous rappelle que ça permet de modifier une colonne, et en fait on va dire que valeur maintenant sera égale à valeur fois 2. Et ensuite on va retourner df, mais bon, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc ça c'était pour montrer comment on peut faire avec l'entièreté, vous pouvez simplement faire comme ça, et ça va marcher aussi, donc on va lancer ça, et donc à chaque fois qu'il va recevoir un tableau de données, il va modifier la colonne valeur. Et donc ici, on va lancer notre tableau de données, donc on va retirer le A accent aigu. Donc données, ça ressemble à ça, je vous rappelle. Et donc ici, valeur, il va les multiplier par 2, si on ne se trompe pas. Voilà, donc il va faire 20, 40, 60, 80 et 100. Donc vous voyez que c'est assez facile à faire. Après, bien sûr, si vous voulez le faire sur seulement une colonne, eh bien c'est assez simple aussi. Au lieu de faire ce df mutate, vous pouvez simplement prendre valeur de cette manière-là, multiplié par 2, et on va appeler ça valeur aussi. Mais là, du coup, ça n'a plus d'importance quel est le nom du titre de la colonne. Typiquement, vous pouvez simplement l'utiliser sur n'importe quelle fonction. Et donc, au lieu de faire ça sur le tableau, parce que vous allez voir que ça n'a pas marché, parce qu'on ne peut pas multiplier un data frame par 2. Apparemment, si. Un instant, je vous prie. Alors, transforme valeur, valeur fois 2. Alors, apparemment, si, il va multiplier tout par 2. Très marrant, j'ignorais ça, donc je viens d'apprendre quelque chose. Et donc du coup, vous voyez que ça, c'est pas exactement ce qu'on veut, donc généralement ce qu'on va faire, c'est que dans données, on va juste choisir valeur, et on va lancer ça, ou on va ajouter ça dans un mutate, dans un dplyr. Bref, et donc ça c'était un petit exemple, et maintenant je vais vous montrer un exemple concret dans l'analyse de données. Donc maintenant on va fermer ce document Quarto, et maintenant, bon, vous voyez qu'on a encore tout ça, donc on peut normalement nettoyer tous les objets, parfait. Et nous en fait, on se trouve dans ce projet que j'ai appelé fonction exemple. Alors qu'est-ce qu'on a dans ce projet fonction exemple? Alors, si on regarde, on a tout ça. Donc là, j'ai un historique, donc c'est tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors, on a des données, donc ce sont avec ces données qu'on va travailler. Et ensuite ici, on a d'autres dossiers, mais qui vont pas vraiment nous servir. On aura juste un dossier script, là on va mettre tous nos scripts. Donc imaginez que j'aimerais juste faire une analyse de ces données, et ces données en fait, ce sont des données sur l'indice de développement humain, mais ce sont des données sur plusieurs pays, et selon leur rang, et en fait moi j'aimerais juste les faire selon les groupes de rang, et j'ai pas envie de forcément les joindre. Donc premièrement, on va créer un nouveau script, donc je vais faire CTRL majuscule N ou commande majuscule N sur Mac, et ensuite je vais sauvegarder ça, et je vais mettre dans script, et je vais l'appeler, allez, exemple, parce que je suis pas très inspiré aujourd'hui. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter une librairie, 1, 2, 3, 4, voilà, donc on va faire library taille diverse, et on va faire library janitor, voilà, comme ça les deux sont chargés. Et ensuite ici, généralement, j'ajoute les options, si jamais j'en aurai besoin plus tard. Et ensuite ici, j'importe les données, et c'est là où on va commencer avec nos exemples. Donc, première chose qu'on peut faire, c'est importer les données, donc je vais juste faire un read CSV, et ensuite je vais choisir, en appuyant sur Tab, à l'intérieur des guillemets, mes données, donc data, je vais prendre df1. Donc, si jamais, ça c'est possible uniquement parce que je suis dans ce dossier-là, et donc mon working directory dans ce dossier. Vous pouvez utiliser un set working directory, mais j'aime pas cette méthode. Utiliser les projets, c'est tellement mieux. Et je vous recommande encore une fois d'aller voir notre vidéo sur les bonnes pratiques dans R, parce que c'est là où vous allez apprendre ça. Lien de la vidéo en description. Donc maintenant qu'on a ce read CSV qui est à disposition, on va pouvoir lancer ça, et vous voyez qu'on a un tableau de données qui apparaît. Super. Donc je vois qu'il y a pas mal de choses qui me plaisent pas. Donc par exemple, les titres sont pas super, il y a des colonnes qui me servent à rien. Donc premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais nettoyer les titres, et j'ai chargé la librairie janitor, donc je peux utiliser une fonction que j'aime bien, clean names, et voilà, donc maintenant on a des noms un peu plus propres, mais j'aimerais garder que quelques colonnes, donc j'ai besoin de la colonne rang, j'ai besoin de la colonne IDH,
en 2021, et je pense que c'est tout ce dont j'ai besoin pour l'instant. Donc, je vais faire select, pardon, et je vais sélectionner rang. Je vais sélectionner IDH en 2021, et je pense qu'on est bon, et donc vous voyez qu'il m'a sélectionné tout ça, donc c'est super. Et maintenant, j'ai besoin de transformer cette colonne en valeur numérique. Bon bah, comment je fais ça? Ben c'est simple, je vais faire un mutate, et je vais faire exprès une erreur, comme ça vous voyez pourquoi des fois c'est important de pouvoir faire de la manipulation de texte. Je vais simplement dire IDH en 2021, super, il m'a fait le temps de complétion, est égal à, ensuite je peux faire as.numérique pour transformer ça en chiffre, donc IDH en 2021, mais vous voyez qu'il va me retirer que des NA. Et d'ailleurs en fait, je vais juste faire un petit truc avant, je vais simplement retirer en 2021 parce que ça me casse les pieds, donc je vais juste faire IDH est égal à IDH en 2021, histoire que vous voyez à quoi ça ressemble. Bah, du coup maintenant il me le nomme IDH, et on va juste supprimer en 2021 partout comme ça, j'ai juste qu'à écrire IDH à chaque fois. Parfait, et donc vous voyez qu'il me fait que des NA, en fait c'est parce qu'il a besoin auparavant que je transforme quelque chose, parce qu'avant en fait on avait des virgules, mais en fait ici il nous faut des points pour qu'il reconnaisse ça comme des virgules. Donc ici on va faire juste IDH est égal à replace, et str replace de IDH, qu'est-ce qu'on va remplacer dans IDH? On va remplacer les virgules par des points. Et tout d'un coup, la transformation fonctionne, donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Et je suis assez satisfait du résultat, donc je vais mettre ça dans un tableau de données. Tableau de données que je vais appeler df1 par manque d'originalité, mais ça marche. Je vais même sauter une ligne ici. Hop. Donc si je regarde df1, j'ai bien mon résultat. Maintenant, je dois faire ça avec les deux autres tableaux de données. Donc je vais ouvrir ça, read CSV... Voilà, ensuite je vais prendre data, et je vais prendre df2 cette fois-ci. Ah, mais quelque chose qui est assez particulier, parce que si je regarde en fait avec le df1, ben, les deux tableaux se ressemblent. Donc je peux exactement appliquer ce que j'ai fait là. Je peux même regarder avec df3, ça a l'air d'être exactement la même chose, les tableaux ont l'air d'être les mêmes, donc autant me servir de ceux que j'avais déjà fait pour éviter de me faire trop de travail. Donc je pourrais simplement copier ça, ajouter une ligne supplémentaire. Ah ouais, bah super, bah j'ai le même résultat, donc c'est cool. Et donc je pourrais faire ça comme ça pour df2, et ensuite je peux copier ça et faire pareil pour df3. Voilà, et j'ai oublié de lancer df2. Donc super, maintenant on a df1, df2 et df3, donc si je fais df1, ça m'a l'air bon, df2, ça m'a l'air bon, et df3, ça m'a l'air bon aussi. Donc c'est super, mais en fait, cette méthode, même si elle a l'air efficace, elle est très limitée. Et ça pour trois raisons. Bah, premièrement, c'est que ça va prendre beaucoup de place, donc vous voyez que lorsque je l'écris une fois, bah, je vais devoir le copier-coller partout. Et en fait, ça c'est un petit exemple, mais en fait, le code aurait pu être beaucoup plus long et avoir, je sais pas, 80 lignes, et donc je vais devoir coller 80 lignes à chacun d'entre eux. Mais j'aurais pu aussi avoir plus de tableaux de données, et donc en avoir, je sais pas, 40. Je vais pas m'amuser à copier-coller, copier-coller, copier-coller. Donc il y a des méthodes avec quelque chose comme lapply ou des boucles ou quelque chose comme le package purrr qui vont nous permettre en fait de pouvoir automatiser ce genre de choses, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais déjà avec les fonctions, on peut déjà réduire énormément de choses dedans. Et pour finir, la troisième raison, c'est que si je veux faire une modification, je me dis ah mais en fait finalement, vous savez quoi, je vais garder la colonne pays, voilà super, donc si je regarde dans mon df1, pays a été conservé, trop cool. En fait, je suis obligé de le modifier manuellement partout. Et encore une fois, ici, ça a l'air simple de le faire là, mais en fait, si les tableaux de données sont séparés entre plusieurs lignes de code, il faut que je m'y retrouve pour pouvoir les renommer. Mais aussi, c'est possible que, comme je l'ai dit avant, que j'ai 40 tableaux de données, et donc m'amuser à faire ça sur tous les 40, c'est pas super. Par contre, pour nous simplifier la tâche, ce que je peux faire, c'est que je peux me dire, ah bah tiens, en fait, moi, j'aimerais bien récupérer cette expression et la mettre dans une fonction. Donc, je vais juste créer une fonction avant, et je vais l'appeler nettoyage. Parfait. Je vais faire function. Et à l'intérieur, qu'est-ce que je veux? En fait, le premier élément avec lequel je travaille, c'est ce chemin-là. Donc, je vais mettre un chemin. Parfait. Et en fait, je vais juste copier tout ça. Et à la place de ça, je vais juste mettre le chemin dont j'ai besoin. Et vu que c'est la dernière expression qui a lieu, c'est ce qui va me retourner, donc je vais juste faire nettoyage, voilà. Et donc maintenant, je vais juste remplacer tout ça là dans ce df1 par nettoyage. Et cette fonction va juste me demander le chemin, donc je vais juste remettre le chemin comme avant. Ah bah apparemment, il m'a créé quelque chose, et si je regarde, ah bah tiens, il m'a changé le df1 comme je le voulais. Et donc du coup, en fait, je peux juste reprendre tout ça, donc je peux supprimer ça. À la place de read CSV, je peux mettre nettoyage. Et même chose ici, à la place de read CSV, je peux mettre nettoyage.
Voilà, pardon, donc je peux lancer les 3, et donc on est déjà mieux, parce que là on a économisé de l'espace. Au lieu de répéter 3 fois cette partie-là, eh bien on l'a juste une seule fois, et on a tout ça dans une seule fonction. Et l'avantage, c'est que cette fois-ci, si je mets pays, voilà, et bien maintenant il me suffit juste de relancer ces éléments-là pour que je retrouve pays. J'aurais dû le lancer là, pardon. Voilà, pour que je retrouve pays dans ces tableaux de données. Donc vous voyez que c'est beaucoup plus modulaire et flexible. Donc je vais juste retirer pays. Et voilà, et donc maintenant on a nos tableaux de données. Imaginons maintenant que j'aimerais faire de la visualisation, parce que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc simplement ce que je vais faire, c'est que je vais appeler cette partie visualisation, 1, 2, 3, 4, voilà. Et ensuite ici, je vais commencer avec un df, donc je vais prendre df1, je vais faire ggplot, je vais faire AES, et ensuite ici, qu'est-ce que je veux visualiser? On a une colonne IDH, et je veux juste voir la distribution de cet IDH, donc je vais faire plus geom histogramme. Quand je vais lancer ça, ouais voilà, on a un graphique. Vous savez quoi, je l'aime pas beaucoup, il est pas très joli, on va faire quelque chose d'un peu plus stylé. Donc ici, on va simplement ajouter une option. Donc ça c'est quelque chose qui est super cool dans ggplot2, et on aura une vidéo sur ça, c'est qu'on peut ajouter un thème qui va s'appliquer à tous les graphiques. On peut faire beaucoup plus de modifications, mais au final, avec ces éléments-là, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais on sera quand même limité sur un certain nombre de choses, même si on peut changer beaucoup de choses dedans, hein, bien sûr. Premièrement, si je veux ajouter des éléments dans le géohistogramme, si je veux mettre, par exemple, je change la couleur, je veux que ce soit cyan. Voilà, vous voyez que ça l'a rendu cyan, je vais ajouter encore une ligne. Qu'est-ce que je veux d'autre? Je veux que ce soit un peu transparent, donc je vais lui mettre un alpha de 0.6. Parfait, je peux lancer, donc c'est un petit peu plus transparent, c'est cool. Et j'aimerais aussi ajouter une bordure, donc je vais mettre color, et je vais lui mettre comme couleur black. Voilà, et donc on a nos bordures, donc c'est déjà beaucoup plus joli, je trouve. Et ensuite, on va juste lui ajouter des titres, parce que je trouve que c'est nécessaire. Je vais juste mettre title, et je vais dire IDH, non, distribution de l'IDH. Et en subtitle, je vais mettre en 2021, parce qu'il me semble que c'est en 2021. Quand je vais lancer ça, vous voyez qu'on a ces informations-là qui apparaissent. Je pourrais changer aussi l'IDH et le count, mais pour l'instant, c'est pas le plus important. Maintenant, si je vais faire la même chose avec le reste, je pourrais me dire, tiens, je vais faire le df2, je vais copier-coller ça, et vous allez voir que effectivement ça marche. Je vais pas vous faire la même chose avec df3, parce que vous comprenez l'histoire, rebelote, vous savez que c'est pas la meilleure méthode. Donc du coup, encore une fois, on peut créer une fonction pour que on économise de l'espace. Donc je vais juste la créer juste au-dessus, et je vais l'appeler mon histo, pour histogramme. Je fais ça pour éviter de prendre trop de place, mais généralement mettez des titres, comme par exemple histogramme bleu, quelque chose de plus parlant, comme ça vous vous en souvenez. Et je vais mettre fonction, et dans fonction, je vais mettre quelque chose qui s'appelle df, pour dire que c'est un data frame, mais j'aurais pu mettre n'importe quoi comme nom. Et je vais juste récupérer tout ça là, voilà, et ensuite ici on va faire la même chose, on va faire df, hop, et on a le ggplot2 dedans, donc ça on va supprimer, on va lancer cette fonction, et on va faire notre petite pipe, donc vous n'êtes pas obligé de faire une pipe, mais moi j'aime bien faire des pipes, et voilà, donc vous voyez qu'il n'y a rien qui a changé, parce que c'est les mêmes données, mais si j'essaie avec autre chose, vous voyez que ça marche. Donc vous voyez qu'on a créé notre petite fonction. Et l'avantage avec ces fonctions, c'est qu'on peut être plus modulaire. Typiquement, on peut se dire, en fait, non, moi j'aimerais pouvoir donner des titres spécifiques, et donc à la place, je pourrais créer un argument titre, vous l'appelez vraiment comme vous voulez, ou sous-titre, voilà. Et ensuite ici, à la place de ça, vous mettez titre, et ensuite ici, vous pouvez mettre sous-titre, voilà. Et donc maintenant, nous avons les arguments titres et sous-titres qui existent, donc je peux mettre test, et dans sous-titre aussi je vais mettre test, donc si je lance sous-titre, voilà, et donc du coup vous voyez qu'on a test et test. Et bien sûr vous n'êtes pas obligé de mettre le nom des arguments, vous pouvez très simplement les lancer comme ça. Je voulais juste vous montrer que ces arguments existent. Donc vous avez une certaine forme de modularité avec, qui est plutôt appréciable, et donc du coup vous pourrez adapter les graphiques en fonction de ce dont vous avez besoin, comme par exemple ici je pourrais mettre IDH partie 1, IDH partie 2, etc. Donc très pratique. Et bien sûr en fait vous pouvez aussi mettre des valeurs par défaut, comme par exemple test. Il n'y a rien qui vous en empêche, vous savez comment ça marche maintenant. Maintenant, que se passe-t-il quand on veut avoir une certaine forme de modularité, mais cette fois-ci avec les variables qu'on appelle à l'intérieur de tidyverse? Alors je vais vous montrer, par exemple, je peux dire, ah tiens, je veux remplacer IDH, donc je vais juste créer un argument qui s'appelle variable, et à la place d'IDH, on va mettre variable.
Et avec ça, en fait, je devrais être en mesure de pouvoir changer les variables. Donc on va pas regarder ça tout de suite. D'abord, on va retourner sur notre df1. Donc ici, vous voyez qu'on n'a que deux colonnes de variables, mais peut-être que j'aimerais faire apparaître une autre variable. Donc on va retourner dans notre read CSV, voir s'il y a une autre variable numérique qu'on pourrait utiliser. Ici, dans le chemin, je vais mettre data, df1, voilà, donc on a encore tout ça. Ah tiens, apparemment, on aurait évolution en pourcent. Donc, on va juste faire un petit clean name pour qu'on puisse appeler ça plus facilement, voilà. Et on va faire select et evolution en pourcent. Et naturellement, je l'ai mal écrit en percent, ouais, parce que il remplace ça comme ça. Voilà. Et donc, en fait, nous, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut modifier cette variable, par exemple, mutate. Et on va faire, au lieu de évolution en pourcent, on va mettre pourcent est égal à, comme ça on gagne un peu de place. On va écrire pourcent est égal à, et ensuite ici on va faire str remove all de pourcent. Et ensuite ici on va utiliser du regex, c'est des expressions régulières, vous n'avez pas besoin de les mémoriser pour l'instant. Si vous ne comprenez pas, c'est normal, je vais juste retirer cette partie-là en augmentation. Et je vais aussi retirer cette partie pourcentage pour chacun d'entre eux. Donc voilà. Et lorsque je vais lancer ça, normalement il me retire tout, c'est parfait. Et on va faire comme tout à l'heure. Pour retirer les virgules, on va mettre des points, on va mettre pourcent qui est égal à str replace. Et ensuite on va faire pourcent. On va remplacer les virgules par des points. Et encore petit rappel, on a une série de vidéos sur tidyverse. Normalement, vous devrez avoir les informations dont vous avez besoin dedans. Donc du coup, je vais pouvoir lancer ça et on a quelque chose qui peut être transformé. Donc pourcent as.numérique de pourcent. Et donc maintenant, on a quelque chose qui marche bien pour les pourcents. Donc maintenant, je vais juste ajouter cette partie. Donc on n'a pas besoin de tout ce qui est le select, etc. avant. On va juste prendre le mutate ici. On va l'ajouter en plus. Mais on pourrait les mettre ensemble, hein, c'est pas un problème, donc faire ça comme ça. On va mettre une virgule, on va mettre tout ça ensemble, comme ça c'est plus propre. Et ici, il faudra pas oublier de sélectionner notre pourcent. Voilà, et je vais le mettre à la fin, dans la sélection. Voilà, et donc normalement, si je n'ai pas fait trop d'erreurs, ça on peut le supprimer, il faut pas laisser les choses traîner. Si je lance df1, df2, df3, j'espère qu'il m'a pas fait n'importe quoi, donc apparemment, je vais regarder. def1, il a l'air d'être correct. Ah là, il m'a ajouté des NA parce que peut-être l'information était manquante, et là aussi. Donc, ce n'est pas un drame, donc on a quand même de quoi faire nos graphiques. Donc, imaginons que j'aimerais faire apparaître pourcent. Et donc, du coup, ici, le but de variable, c'est que je devrais être en mesure de pouvoir définir la variable ici, par exemple IDH ou pourcent, et ici, il devrait me faire le graphique. Donc ici, à la place d'IDH, je vais mettre pourcent. Ah bah mince, j'avais oublié de lancer ça. Mais lorsque je vais lancer ça ici, voilà. Et là, il va me dire, ah bah tiens, c'est bizarre, pourcent, on va pas le trouver. Pourtant, pourcent existe dans df2. Mais en fait, lui, il va chercher l'objet pourcent. Il va pas chercher la colonne ou la variable pourcent dans df. Et en fait, c'est parce que ici, il va pas le voir en tant que symbole, il va plutôt le voir en tant qu'élément. Et donc lui, il va vraiment chercher quelque chose qui s'appelle pourcent, comme si on avait créé une variable pourcent comme ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va devoir faire pour rendre ça plus utile? Donc lorsqu'on va utiliser ça avec des packages du tidyverse, généralement ce qu'on va devoir faire, c'est qu'on va amener la librairie Erlang, qui vient aussi avec le tidyverse. Alors il y a plusieurs manières de gérer ça, mais cette manière-là, je l'ai trouvée assez simple. C'est que à chaque fois qu'on va appeler une colonne, qui est appelée de la manière de tidyverse avec un symbole, pardon, et bien ici, ce qu'on a qu'à faire, c'est mettre ça dans des accolades. Donc il faut mettre des doubles accolades d'un côté et de l'autre. Et voilà, et lorsqu'on va faire ça, si je lance df2, ben, d'un coup ça marche. Donc je peux faire pourcent. Et je peux faire aussi IDH. Et vous voyez qu'on a quand même quelque chose de modulaire, donc c'est super, avec ça on va pouvoir bien travailler. Après, pour question de propreté, généralement, moi ce que je vais faire, c'est que toutes ces fonctions, je vais les mettre dans Options, ou dans Librairie, hein, c'est égal, et je vais donner des noms pour séparer. Donc par exemple ici, on va écrire fonction de nettoyage pour nos beaux, allez, non, bons histogrammes, parce qu'ils sont bons les nôtres. Ok, et donc du coup, avec ça, ben, on a directement tout ce qui est du code et du travail, et nous, tout ce qui nous intéresse, c'est de lire, ah bah tiens, là, on va appliquer cette fonction, on applique cette fonction, et c'est plus propre, et tout ce qui est de gestion est en haut. Après, il y a une autre méthode pour pouvoir rendre ça encore plus propre, et avoir ça en moins, de la même manière qu'on importerait des librairies, c'est d'utiliser la fonction source.
Alors qu'est-ce que c'est la fonction source? Ça permet de pouvoir lancer du code. Vous voyez qu'ici on a quelque chose qui s'appelle source. Quand je vais cliquer dessus, ça va lancer absolument tout le code qui se trouve ici. Et en fait, nous, on peut sourcer un autre script, donc lancer tout le code de ce script avant. Et donc du coup, on peut simplement copier ça dans l'autre script. Donc simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle fonction, CTRL majuscule N, enfin un nouveau script, pardon. Je vais sauvegarder et je vais l'appeler exemple fonction. Comme ça, on sait que ce sont les fonctions qui sont liées à ce script exemple. Peut-être qu'on a des fonctions qui sont liées à d'autres scripts. Et après, je vais juste récupérer ça. Comme ça va être lancé avant. Et comme ça, il va pouvoir m'ajouter les fonctions. Et pourquoi je dis ajouter les fonctions? C'est parce que si vous regardez ici, on a nos données qui ont été ajoutées, mais aussi nos fonctions. Et donc, c'est-à-dire qu'elles sont disponibles. Mais on peut les retirer. Donc, je vais vous montrer. Donc, si je fais rm list est égal à ls, donc ça va supprimer absolument tout. Ça équivaut en fait à appuyer sur ce balai, donc vous voyez qu'il n'y a plus rien. Je peux faire ensuite en haut un source, comme si j'importais en fait des fonctions d'un package. Je dois juste trouver où se trouve le script, donc je vais dans script et je vais dans exemple fonction. Et maintenant, observez bien, lorsque je vais lancer ça, mes fonctions apparaissent. Et donc, elles peuvent être utilisées, et donc il me suffira juste après de faire des modifications ici, si j'ai des choses à modifier. Mais ici, vous voyez qu'on a complètement réduit l'espace de code que ça aurait pu prendre, et donc c'est beaucoup plus propre. Maintenant, dernière remarque, donc il y a d'autres approches pour pouvoir faire les fonctions, mais aussi pour pouvoir rendre le workflow plus rapide. Peut-être que vous avez vu déjà cette partie-là dans les bonnes pratiques dans R, et on va avoir une vidéo dédiée à cela, enfin même pas une seule, plusieurs vidéos. Mais ici, le problème avec source, parce qu'il y a un problème, c'est que lorsque vous allez importer les fonctions, elles vont apparaître directement dans votre environnement. Donc ça n'a pas l'air d'être un problème, mais si vous commencez à en avoir 50, 60, etc., ça devient très problématique parce que ça a juste prendre de la place ici, et vous n'avez pas forcément besoin de les avoir toutes ici. Peut-être que vous importez de différents fichiers, vous voulez que les fichiers soient bien segmentés, donc que vous sachiez de quel fichier vient quelle fonction. Et aussi un autre problème, c'est que toutes les fonctions que vous avez créées ici vont être disponibles, alors que peut-être il y a des fonctions que vous voulez garder en cachette. Alors généralement, vous pouvez mettre une fonction à l'intérieur d'une autre fonction, c'est pas un problème. Mais peut-être des fois vous avez juste besoin de segmenter votre code et vous voulez pas que toutes les fonctions soient disponibles. Donc du coup, c'est dans ce genre de moment-là qu'il faut utiliser des packages qui créent des modules. On n'aura pas le temps de faire des exemples avec aujourd'hui parce que cette vidéo est déjà assez longue, mais je vais vous montrer deux packages qui permettent d'utiliser les modules. D'abord, nous avons le package box. Donc c'est un package qui nous permet de créer des modules. En fait, ça va fonctionner comme les sources. Simplement, au lieu d'utiliser source, alors on va utiliser use. Donc ici, vous voyez qu'on va faire use sur notre script. Et l'avantage ici, c'est que vous voyez que là, on a nos fonctions. Et ici, il nous suffit juste de mettre cette information pour dire que ces fonctions sont disponibles. Et si vous ne mettez pas de export, c'est-à-dire que ces fonctions ne vont pas être importées dedans. Et donc, il y a aussi d'autres éléments assez intéressants. Mais ce que j'aime pas avec ce package, c'est la manière dont on doit définir le script. Là, on apporte les fonctions parce que ici, il faut écrire tout manuellement. Et il n'y a pas forcément d'autocomplétion, à moins que je me trompe. Alors que dans l'autre package, donc modules, lui il est aussi disponible sur CRAN, comme l'autre, vous pouvez faire un install package. Normalement, vous pouvez simplement les importer en utilisant le chemin. Et ce qui est pratique, c'est que vous pouvez juste appuyer sur Tab, comme je fais comme d'habitude, et après vous pouvez simplement retrouver l'endroit où vous avez mis les éléments. Et en fait, les deux fonctionnent de manière très similaire. À la fin, vous avez quelque chose qui est lié à un module que vous avez créé, comme par exemple, ici vous pouvez le créer directement dans votre code, mais vous pouvez aussi mettre ça à l'extérieur dans un autre script et vous utilisez simplement use module. Et vous voyez qu'ici, tout est entre guillemets, donc vous pouvez simplement appuyer sur table et retrouver le chemin. Et donc, les deux sont des options viables, je vous recommande de les utiliser parce que ça va vous permettre aussi de gérer les dépendances. Parce qu'un autre problème avec l'approche avec source, on est de retour sur le script, c'est que ici, vous voyez que j'ai juste lancé les fonctions, mais à l'intérieur, vous voyez que j'ai ggplot qui a été utilisé ou dplyr, et peut-être qu'en fait, j'ai même pas chargé ces librairies ici, mais le fait de lancer source, même si je n'ai pas lancé ces librairies ici, ne va pas me dire ah non, en fait, vous n'avez pas ça qui est chargé. Et donc ça, c'est un problème aussi. L'avantage avec ces deux autres packages, c'est que vous êtes obligé de définir, ok, j'utilise tel élément de tel package ou je dois avoir chargé ce package pour que ces éléments fonctionnent. Et aussi un grand avantage, c'est que du coup, si vous utilisez dplyr ici à l'intérieur, juste pour cette fonction, mais que vous n'avez pas besoin de dplyr dans votre code, vous n'avez même pas besoin de charger dplyr, il sait exactement où trouver les informations et vous n'aurez même pas besoin de les charger. Donc super, c'est vraiment un grand avantage parce que d'habitude, on recommande après de créer un package et de travailler avec ce package, mais ici en fait, on a quelque chose de très efficace, très flexible, qui est un intermédiaire entre un gros
package qu'il faudra faire, et de l'autre côté, une fonction source qui est un peu lacunaire. Bon voilà, donc nous avons terminé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu longue, mais je pense qu'elle est nécessaire pour cette première partie d'optimisation. On en verra d'autres après. Et j'espère que ce type de vidéo vous plaise. S'il vous plaît, laissez-moi quelque chose en commentaire pour me dire si il y a des choses que vous ne comprenez pas ou des choses que vous trouvez bizarres. Si ce genre de contenu vous plaît, mettez un like, n'hésitez pas à vous abonner. Nous, ça nous aide à savoir s'il faut continuer dans cette direction. Et voilà, donc content que vous ayez pu suivre cette vidéo jusqu'à maintenant. Et en attendant qu'on se revoit dans de prochaines vidéos, portez-vous bien et à bientôt.